Salut à tous, épisode 2 de Sauvons le soldat Benoît avec donc cette équipe Sunweb. On est sur la World DB 20 et on va dans cet épisode aller jusque Liège, Bastogne-Liège inclus, c'est-à-dire qu'on va terminer la période des classiques de printemps. Voilà, ça fait tout un programme avec de jolies courses, vous allez voir. Qu'est-ce que cette partie a comme objectif, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 ou qui se souviennent plus, vraiment tester cette World DB que je trouve pas mal en y jouant. Je n'oublie pas mes séries habituelles, ne vous inquiétez pas, amateurs de Corendon, Astana, voire pro cyclistes. Tout ça va continuer tranquillement. Simplement, il y a aussi des histoires d'envie par moment. Et vous êtes comme moi, des fois vous avez envie de jouer à un truc plutôt qu'à un autre. Bah voilà, ça m'arrive aussi. On commence l'épisode par une très jolie nouvelle, puisque juste après Gantwevel Game, on s'était quitté là-dessus, c'est dans l'épisode 1. Après Gantwevel Game, je choisis un entraînement, baroudeur. Baroudeur pour Tige Benoît, qui se retrouve, écoutez, plutôt de manière heureuse, bénéficier de progression. Alors note en pavé, par exemple, n'a pas à progresser, par contre, l'endurance, un petit peu le sprint, un petit peu l'accélération, la plaine, beaucoup, un petit point en montagne, bref, du CLM aussi, on a chopé un petit peu partout, et franchement, c'est pas dommage. Alors on continue, allez, c'est parti, dérouler des courses de cet épisode. Si je vous le montre au tout départ, c'est parce que ça va forcément jouer un rôle. J'ai fait un choix, honnêtement le choix baroudeur, il vaut ce qu'il vaut. Je ne sais absolument pas dire à l'avance si je vais le regretter ou pas, mais après de toute façon on a toujours... j'ai basculé en course par étapes après ça, donc il n'y a pas de problème particulier, on renforcera aussi d'autres caractéristiques. Quoi qu'il en soit, Benoît est au repos pour le Dwars der Vlaanderen, sur lequel j'ai demandé à Hirschi de s'échapper. Le jeune Hirschi, il est très très intéressant. J'ai une petite dette envers lui. Si vous avez suivi la série avec Lotto Soudal l'année dernière sur Pro Cycling Manager 2018, j'ai une petite dette envers Hirschi qui a servi souvent à quelque part de faire valoir à l'époque, qui avait été beaucoup utilisé en tant qu'équipier, et il aurait pu aspirer à certaines victoires qu'il n'a jamais réellement eues. Et ben voilà, si on a moyen dans cette partie avec Sunweb de donner quelque chose de sympathique à Hirschi, on se gênera pas, que le profil de coureur est super intéressant, et orienté d'ailleurs plus classique que épreuve par étape, en tout cas, à mon avis, il peut faire les deux, mais en tout cas, bon, dans ce qu'on a vu, Hirschi, il est pas mal sur les courses d'un jour, donc voilà, à suivre l'histoire. Nous là, on est sur un projet qui est, on va dire, plutôt pour Michael Matthews, parce que on a Craig Anderson qui est capable d'emmener vraiment très très bien en fait, et Matthews est un des tout meilleurs sprinters présents sur cette course, donc on va assez, je dirais, tranquillement s'imposer. Voilà, le plateau n'était pas très relevé, mais m'en fiche, il fallait la prendre quand même. Il fallait la prendre parce que bon, voilà. Dis-moi qui tu bats, je te dirai qui tu es. Donc en l'occurrence, pas grand-chose, mais quand même, Lutsenko, il y avait Kurt Nielsen, etc. Il y avait des petits gars. Michael Matthews qui d'ailleurs prend une première victoire en World Tour là sur cette année à l'occasion. Et allez, maintenant on arrête de plaisanter. Est-ce que le pic de forme pour le Tour des Flandres a fonctionné pour Tige Benoît? Oui, le matin même. Donc les calculs ont été correctement menés. Je rappelle, c'était les calculs d'Astana pour Lutsenko sur l'année 2020. Donc épisode 15, voilà, j'ai détaillé ça dans cet épisode-là. Donc en fait, c'est un peu un algorithme qu'on peut appliquer à chaque fois. On mettait ce niveau de forme de départ, on mettait ces courses-là sur lesquelles j'avais aligné Lutsenko. Et vous êtes à peu près certain que votre pic, à part blessure évidemment pour la préparation, votre pic aboutira le matin du Tour des Flandres. Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'avoir le matin du Tour des Flandres et pas 2 jours avant? Pour quelqu'un qui veut aller jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, cela renforce les chances, je n'ai pas dit que c'était 100% de chance, cela renforce les chances
d'obtenir un pic qui dure jusqu'à Liège, parce que les pics de forme sur Pro Cycling Manager 2019 durent entre 18 et 24 jours en mode carrière. Si on a les 24 jours, on est pépère, il nous suffit même d'en avoir 22. Donc voilà, à voir. On regardera en fin d'épisode si le pic a duré jusqu'à Liège ou si on a été victime d'une forme de malchance, quoi qu'il en soit. Dans ce Tour des Flandres, la carte Benoît, bien évidemment, pour l'équipe, hein, avec en lieutenant de luxe Matthews et Craig Anderson. Hirschi a aussi joué un rôle pas négligeable. On a eu le malheur au tout départ de perdre Nico Dens, vous voyez l'abandon hein, à gauche de l'écran. L'abandon de Dens a eu lieu très très rapidement alors qu'il est en super forme et puis en plus c'est un très bon coureur. Hein. Et bon bah quelque part je me dis waouh, pas de chance quoi. Pas de chance de perdre Dens. Et puis là on est dans l'avant-dernier passage au vieux Quarmont. Et c'est là qu'on peut déjà voir si on est en difficulté ou pas. On voit qu'on est plutôt correct. Il y a cet enchaînement hein, avec Paterberg. Et surtout ce qui est sympa, c'est qu'avec une petite accélération qu'on a fournie, on s'est retrouvé au final devant un groupe au sein duquel Nassen, Van Avermaet, Sagan et d'autres comme ça sont derrière. Donc c'est bien. Ils vont devoir boucher un écart, surtout dans notre groupe. Ça roule pas mal. On avait vu un bon travail pour Deceuninck Quick-Step de Yves Lampaert, oui, mais il y avait aussi Casper Asgreen qui bossait pour Lampaert pendant un long moment. Bref, on rentre dans l'enchaînement final. Celui qui compte vraiment et celui sur lequel tout se décide, c'est l'enchaînement Kreuzberg, Vieux Quarmont, troisième passage, et Paterberg. Et après, s'en suivra cette fameuse lutte effrénée où ça part dans tous les sens, et heureusement on a le droit de garder les roues de certains. Bref, on se prépare. Allez, Kreuzberg. Donc là, il est évident que je vais y aller un petit peu de manière agressive. Il faut profiter de ce plus 5 en forme du jour de Tiesj Benoot. Tout a été, presque la saison, je pourrais dire, la saison a été orientée sur ce Tour des Flandres. Donc, c'est la course la plus importante de l'année. J'hésite pas à le dire pour nous là, avec Sunweb en cette première année pour Tiesj Benoot, la course la plus intéressante. On avait tenté de partir avec Bettiol qui n'a pas voulu collaborer. Normal, il bosse pour Sepp Van Mark. Et on voit que derrière, ça aurait tendance à revenir. Hein, le groupe, y a un petit groupe d'autres favoris qui est en poursuite. Néanmoins, Sagan est là, Wout van Aert est là, Yves Lampaert est bien présent, Van Mark est là, et on a aussi Philippe Gilbert. Voilà un groupe, et Mathieu Van Der Poel. Comment est-ce que j'ai pu oublier de mentionner Van Der Poel? Là, je commençais à flipper. Je commençais à flipper au moment où Van Der Poel et Sagan arrêtent d'accélérer. Et on n'était pas encore en sortie de Vieux Quarmont. Et là, je me dis, par expérience de ce Tour des Flandres, je me dis non mais là il y a quelque chose qui peut éventuellement se passer. Parce que normalement, ils auraient dû appuyer tant qu'ils pouvaient. Et quitte à ce que je me fasse un petit peu lâcher, ça n'a pas été le cas. Donc assez intéressant. On va là provoquer un petit peu les choses. Dans le sens où je préfère sortir du Paterberg solo. Et attention, voilà, il y a des bonnes roues à prendre. C'est vraiment c'est du poker, ouais, parce qu'il y a des paris à faire sur un peu comme sur des cartes qui sortiraient. On n'a pas encore tout sur la table. Et puis il faut voir, essayer de sentir qui est-ce qui a un bon jeu et qui est-ce qui a un jeu un peu moyen. En l'occurrence, moi je crois que Lampaert n'est pas mal. Je pense aussi que Van Mark n'est pas ridicule, mais je me méfie toujours de Sagan et Wout van Aert, cela va de soi. Mais je pense quand même que la roue de Lampaert est très bonne pour Tiesj Benoot. Donc, évidemment, il faut garder Sagan sous surveillance. Hein. Mais tout en conservant donc un œil sur Lampaert, l'avantage de Lampaert ou Van Mark, c'est qu'ils n'ont pas une accélération qui va déstabiliser Tiesj Benoot, qui n'est pas doté d'une très bonne accélération. Et du coup, quand je vois revenir Wout van Aert, Lampaert, je me dis ouais, Lampaert c'était bien comme roue, mais en fait c'est pas l'optimal à ce stade-là, ça ne l'est plus en tout cas. Benoot est donc calé dans la roue de
Peter Sagan. Et les gars qu'il faut aussi regarder, c'est évidemment Van Der Poel, Van Marke et surtout himself, le Peter Sagan, la légende. Donc on est pas mal. Ça a arrêté d'accélérer, vous me voyez venir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à l'approche du final? Voilà, on était environ à 2 km, entre 1,5 et 2 km de l'arrivée. Je vais en effort, curseur à 99. Essayer de maintenir, oui, de maintenir l'avance prise par Benoît. Donc victoire de Tige Benoît sur ce Tour des Flandres. Et là, honnêtement, pour moi, c'est une forme de miracle. Avec les notes qu'il a, aller choper un Tour des Flandres, c'est un miracle. Donc, ouais, plutôt une bonne satisfaction quand même sur ce coup-là. Bon. Est-ce qu'on va tout gagner comme ça? Je peux déjà juste vous dire que non. Donc il faut profiter des victoires, parce qu'il n'y aura pas que ça dans cet épisode. Donc victoire sur le Tour des Flandres, ça on peut dire que c'est quasiment ce qui pourrait nous sauver la partie déjà. Hein. Sauvons le soldat Benoît. Bah, voilà, tu gagnes le Tour des Flandres, c'est terminé, tu l'as sauvé le gars. On va pas s'arrêter là. Paris-Roubaix dans la foulée. Alors le problème sur Paris-Roubaix, c'est que Tige Benoît, le pauvre, n'hérite que d'un +1, en raison notamment de cette petite petit rhume ou petite légère maladie qu'il a contractée entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc à voir ce que ça peut donner en course. On n'a pas vraiment d'autres cartes, pour être franc. Je pense, moi, que sur Paris-Roubaix, qui est très clairement la plus difficile des classiques, et même le plus difficile des monuments dans le jeu, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, je sais pas comment vous le ressentez à votre tour. Moi je le sens comme le plus difficile, et je crois que joue un rôle particulier la note de plaine, la note de pavé, la note d'endurance notamment, mais aussi par moment il faut être en capacité de garder la roue de certains quand ça s'excite dans le final, et donc ouais, il me semble quand même que la note d'accélération n'est pas négligeable, et ou la note de sprint. Bon, à voir, en tout cas pleine pavé endurance d'office. Benoît est celui qui a le meilleur, on va dire le meilleur combiné pleine, pavé, endurance de mes coureurs principaux là sur ce Paris-Roubaix. Il n'a donc pas le choix. C'est lui qu'il va falloir protéger le plus longtemps possible. J'ai traîné pas mal, hein, comme vous avez pu voir. J'ai essayé de traîner en queue de peloton de favoris aussi souvent que possible pour essayer de bouffer le moins d'énergie possible. On voit que Michael Matthews réalise un numéro à sa manière assez exceptionnel pour protéger Benoît le plus loin possible. Évidemment, dès lors qu'on va se retrouver là où tout se joue, c'est-à-dire la fin avec notamment le carrefour de l'arbre juste après. C'est là qu'on verra ce que chacun a dans le ventre. On peut observer qu'il y a eu ici une attaque de Peter Sagan, suite à laquelle vont répliquer comme ça quelques-uns. On aperçoit Nils Politt, on aperçoit Wout van Aert, regardez-les, ils sont en train de s'en aller tous les deux. Philippe Gilbert n'est pas loin avec son maillot Lotto Soudal. On a Yves Lampaert qui est là, on a Nassen, on a Van Mark, on a Christophe également. Mais ce qui est à noter, c'est quand même que Politt et Van Aert confirment le petit écart qu'ils ont réussi à mettre par rapport aux autres favoris. Et on les aperçoit là-bas devant. Ils ont toujours une petite avance, et cette petite avance pourrait bien se transformer en avance décisive si on n'arrive pas à les reprendre. Bon, donc ça c'est vraiment le petit truc que j'ai en tête. Il y a Mathieu Van Der Poel, bien évidemment, qui est présent. Allez, voilà, on les aperçoit, ils sont tous les deux. Il y a une avance qui, ma foi, n'est pas ridicule. En plus, Nils Politt qui dépose Wout van Aert, que se passe-t-il? Est-ce qu'on irait vers une victoire sur ce Paris-Roubaix de Nils Politt?
parce que Van Aert n'a pas été en mesure de le reprendre. Moi derrière, comprenez, je me consomme pas trop. Je me consomme pas trop parce que sinon j'ai l'impression que il va me manquer quelque chose et puis je vais faire quoi? Je vais ramener l'IA juste pour qu'elle me dépose ensuite. Donc je vais tenter d'être, allez, on va dire un petit peu plus vicieux. En l'occurrence, voilà, attaque de Tish Benoît. J'essaye au moins déjà dans un premier temps de revenir sur Wout Van Aert, voilà, comme ceci, en me disant, tu fais une petite étape dans la roue de Van Aert et après, si Polite faiblit devant, eh bien tu y vas. Et sinon, eh bien, on sera podium et puis c'est déjà une belle satisfaction de faire podium sur Paris-Roubaix avec les notes de départ de Tish Benoît. Oui, mais il n'en est rien parce qu'en fait, ça revient. On a Philippe Gilbert notamment qui a bien appuyé. Ah, et puis en fait, tout le monde revient. Tout le monde revient. Peter Sagan, il y a Van Avermaet, il y a Stuyven. Bref, on a compris. À partir du moment où ça va se jouer, non pas sur un sprint pour la victoire, puisque Nils Pollitt va conserver son avance. Non, ça va se jouer au sprint pour deuxième, troisième et compagnie. On n'est pas au mieux. On n'est pas au mieux. On va péniblement arracher la 10e place. Et oui, Benoît n'est pas sprinter par rapport à beaucoup de ces mecs-là. Ouais, même s'il y a un sprint au bout de 260 km, ça n'est pas un sprint classique qu'on pourrait avoir au bout de 180 bornes, hein, évidemment. On le sait, on a l'habitude. Regardez ce qui s'est passé au championnat du monde en 2019, avec cette victoire de Mats Pedersen au sprint devant Trentin, quoi. Qui est-ce qui aurait cru que Trentin allait se faire taper par Pedersen? Et ouais, mais c'était un sprint, un jour particulier, dans des conditions assez particulières, et donc il y a un nivellement des valeurs à ce moment-là qui s'opère, et je misais un petit peu là-dessus quelque part. Ouais, bah ça s'est pas bien passé sur Paris-Roubaix. Dans la foulée, on repose Benoît et comme vous l'avez vu, je suis allé sur le Brabant Pile parce que le sponsor voulait un top 5. Et je me dis qu'avec Hirschi, Kragh Andersen et Matthews, il y a largement moyen d'aller chercher un top 5. En tout cas, c'est ce que je crois à la base. Il y a un joli plateau, hein. Il y a Van Der Poel, il y a Philippe Gilbert, il y a Peter Sagan, il y a également Lutsenko, donc on est quand même sur du drôle de coureurs hein, qui sont présents sur ce Brabant Pile. Sagan s'est accroché à nos roues, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4 contre 1, on est à 3 contre 1, mais le 1 c'est Sagan, et à partir de là, il ne faut pas se faire surprendre. Et le problème c'est que justement, il va nous surprendre légèrement, et puis alors, quand vous laissez un tout petit écart à Peter Sagan, c'est délicat de le reprendre puisqu'il a une accélération qui est plus forte, il a une note en pavé qui est meilleure, il a une note de plaine aussi qui est meilleure, bref, tout est meilleur. Est-ce qu'il va craquer? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est donc une victoire pour Peter Sagan, et oui, victoire pour Peter Sagan, deuxième place de Matthews, le podium est complété par Lutsenko, et ma foi, le top 5 n'est pas vilain, puisque Gilbert et Van Der Poel sont venus nous compléter tout ça. Ok, donc deuxième place pour Matthews, avant d'aller vers l'Amstel Gold Race. On a perdu le pic avec Matthews et Kragh Andersen. Plus maladie, et Hirschi, je crois plus en lui sur la Flèche Wallonne. Je suis assez convaincu que cette course est plutôt faite pour lui dans le jeu, dans cette partie, avec ces notes-là. Donc, Benoît n'étant pas le premier gars auquel je pense sur le profil d'Amstel Gold Race, je vais plutôt jouer pour Matthews. Voilà, je vais jouer pour Matthews, qui doit avoir les capacités pour aller peut-être s'imposer, qui sait, au sprint, pour peu qu'on arrive à gérer le cas à la Philippe. Alors, ce qui est intéressant sur cette World DB 20, c'est que Michał Kwiatkowski, en fait, il n'existe pas. Il est présent, il a 76 de général, il a des notes qui sont assez fidèles
à ces derniers mois, et donc on oublie là, nécessairement on oublie tout ce qu'est Michał Kwiatkowski, tout ce qu'il a pu faire, et tout ce dont il est capable dans l'absolu, parce que voilà, toujours l'éternel débat, hein, est-ce qu'on note sur les performances et la forme récente, les caractéristiques qui ont été démontrées par le coureur au cours des derniers mois, ou est-ce qu'on note dans la globalité? Personnellement, je serais plus enclin à faire un panaché des deux, mais qui penche quand même pas mal vers la globalité de ce qu'est capable de faire le coureur. Chacun son avis là-dessus, il y a des débats interminables. Toujours est-il que Kwiatkowski, lui, il a pris cher sur cette database, et il ne se mêle pas comme on en aurait l'habitude au final de la même manière que ce qu'on a pu voir déjà dans d'autres parties. Michael Matthews est bel et bien présent, je l'ai mis dans la roue de Peter Sagan, pendant que Tish Benoot lui aussi s'accroche comme il le peut, et on va se retrouver. Je vais tenter un truc, je vais tenter de partir avec Benoot, mais on voit que Van Der Poel puis Sagan prennent la roue, donc à dire bah voilà, bah c'est bon, vas-y, mais qu'est-ce que t'attends, mais vas-y. Et ouais, bah en fait, je crois que c'est vraiment de ma faute. J'ai lancé le sprint de Michael Matthews trop tard. Il fallait le lancer avant, parce qu'il y a ce virage. Pendant le virage, le coureur ne sprinte pas, même si vous l'avez mis au sprint. Et c'est comme ça qu'on va se faire croquer par un Julien Alaphilippe qui m'a l'air, ma foi, en très 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 bonne forme, et qui est l'épouvantail sur Ardennaise. En tout cas, c'est ce qu'on craint à ce stade-là, justement. Quand on parle d'Alaphilippe et qu'on arrive à la Flèche Wallonne, ben, le poisson est dans son bocal, hein, parce que pour aller taper Alaphilippe sur mur de 8, il faut se lever de bonne heure. Et donc, je vais essayer de le faire avec Hirschi. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça, mais je crois en ce petit gars-là. En tout cas, plus sur Flèche Wallonne Hirschi que Benoot. On verra, c'est peut-être une erreur monumentale, peut-être pas. C'est dans le dernier tour, de toute façon, que tout se joue, et c'est au sommet du mur de 8 qu'on pourra juger les choses. Même si parfois c'est difficile de savoir si vous avez fait le bon choix. C'est pour ça que j'aime bien souvent me tenir à mon leader, ou en tout cas à mon mec le plus fort, et ne pas transiger, genre Van Der Poel avec Corandon. En même temps, c'est Van Der Poel. Et avec Astana, vous le verrez dans pas longtemps, quand je jouerai ça là, il y aura forcément Fuglsang et Lutsenko. C'est fatal, ça va se jouer entre les deux. Ouais, mais j'en aurai deux. Alors que là, je sais pas exactement. J'en ai pas un qui s'impose aux autres, et donc je pense à Hirschi. D'où le travail de Matthews pour essayer de rester au contact de Julien Alaphilippe, pour emmener Hirschi. Alors Benoot, c'est décoratif, parce que je pense qu'il va lâcher. Il va pas être en capacité d'aller battre Julien Alaphilippe. Donc j'essaye de ramener, écoute, je fais tout ce que je peux, mais c'est pas évident, hein. Tout ce que je peux pour ramener Hirschi le plus proche possible de Alaphilippe. Donc on va essayer. J'ai bu mon gel tardivement, vous voyez, hein. Nabo jouer. Des fois on fait des petites erreurs, surtout. Moi j'aime bien ne pas couper le temps, hein. Sur les fins de cours, je joue le jeu en live, et donc je prends pas le temps de peaufiner comme je pourrais ou comme je devrais. Et je pense pas que ça explique la deuxième place de Hirschi derrière Alaphilippe. J'ai pas l'impression que je perds la victoire sur ça. Je perds la victoire parce que Hirschi c'est moins fort qu'Alaphilippe, et qu'Alaphilippe il a l'air incroyable sur ce printemps ardennais. Donc c'est le doublé. Après l'Amstel, Alaphilippe va chercher la Flèche Wallonne, et donc on se dit allez, qu'est-ce qu'il va nous faire sur Liège-Bastogne-Liège? Est-ce que Alaphilippe va faire le triplé? Est-ce que Tish Benoot, qui est plus à même de réussir sur ce profil-là, hein, est-ce que Tish Benoot peut arriver à faire quelque chose? Attention, c'est comme Fuglsang, hein.
c'est comme Fuglsang. En quel sens? C'est qu'il n'est pas le coureur le plus rapide lors d'une arrivée d'un petit groupe au sprint. S'il veut s'imposer, Benoît, là-dessus, il faut qu'il arrive à trouver un moyen quasiment de terminer seul, ou bien de terminer à 2 ou 3 avec un peu de malice, un peu de vice. Donc c'est en fait le contraire de ce que nous a montré Benoît les dernières années, où au final, dès qu'il y a quelque chose de serré, que ce soit une étape de tour ou une étape ou une course d'un jour, dès que c'est très serré dans le final, eh bien, je ne sais pas si c'est son manque de capacité d'accélération ou son sens tactique, ou peut-être même juste la confiance qui s'égrène peu à peu, puisqu'on s'éloigne de plus en plus de sa jolie victoire sur l'Estrade Bianche 2018. En tout cas, le Tiche, il a du mal à conclure. Là, on va voir si on est dans la même problématique ou pas. J'ai essayé là d'attaquer avec Marc Hirschi, parce qu'en fait, j'aurais bien envie d'essayer de provoquer les choses. Je ne veux pas attendre que Alaphilippe dicte sa loi sur ce Liège-Bastogne-Liège. Je sens qu'il va être très fort. J'ai déjà joué 2-3 fois Liège-Bastogne-Liège là avec le nouveau profil en fait, avec Roche-au-Faucon et puis ensuite l'arrivée à Liège. Du coup, je me dis qu'il faut essayer de tenter un truc. Alors là, on n'est pas encore dans la Redoute, mais dès qu'on va y arriver, je pense tenter quelque chose pour voir si éventuellement on pourrait pas bousculer le Seigneur des Ardennaises, en tout cas encore plus dans PCM que peut être Julien Alaphilippe. On approche. Je vais préparer le terrain de l'offensive de Hirschi. Benoît est donc chargé, protégé par Anderson. On va dire d'ouvrir la porte. Regardez, voilà, on va ouvrir la porte au bon moment après avoir mené. Voilà, on ouvre la porte, on s'écarte vers la gauche. Il y a comme ça 3 hommes qui vont sortir. Il s'agit de Van Der Poel, du Canadien Woods, ainsi que de Marc Hirschi. Et derrière, Deceuninck Quick-Step en gestion, par l'intermédiaire de Young Girls qui roule, et évidemment pour Alaphilippe. De toute façon, Deceuninck Quick-Step, ils sont hyper actifs sur ces courses-là. Ils vont tout le temps essayer de faire le rythme du peloton, ils vont sacrifier des mecs et tout. Enfin, c'est tactiquement très très intéressant. Woods en remet une, donc on s'accroche, parce que après tout, cette petite avance, qui sait si elle ne pourrait pas aller jusqu'au bout? On n'en sait rien. On n'en sait rien, ça peut marcher. C'est juste une histoire de concours de circonstances après. Attention par contre, la sortie de Alaphilippe et Benoît qui n'est pas sorti avec. Ça, vous voyez, c'est le genre de truc. Bon, je dis pas que c'est une erreur, je dis simplement que c'est dommage. Voilà. Parce que pour arriver à sortir avec Julien Alaphilippe, c'est pas toujours évident, avec son 83 en accélération. Voilà. Derrière en plus, il en remet une couche en bas de la Roche-au-Faucon. Et du coup, je me dis, mince, zut alors. Hirschi débordé. Ben ouais, ça se sent là. Même s'il s'accroche, il est courageux. Mais ça part sans nous. Du coup, effort maximal de Michael Matthews pour essayer de ramener Tish Benoît au pied de la deuxième partie de la Roche-au-Faucon. Allez, il va falloir maintenant se dévoiler. On y va. Donc, on va reprendre Woods. Merci pour le blocage. Oh là là, la catastrophe. Les mecs se rabattent à gauche, pile à ce moment-là. C'est quand même regrettable. C'est pas grave. Allez, avec Valverde et Jakob Fuglsang dans la roue, Tish Benoît est sorti. Et oui, on a réussi à reprendre Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe dans la roue duquel on se cale immédiatement. Arrivé à 5, ça me plairait bien, mais sauf que non. Sauf que ça a recollé. On a notamment Peter Sagan qui est rentré, donc c'est pas une bonne affaire. Davide Formolo
On a aussi Dylan Teuns qui est rentré finale. Très très incertain, mais en tout cas avec pour moi déjà des favoris évidents que peuvent être Alaphilippe ou Peter Sagan, puisque sur le sprint, normalement, en l'absence de Kwiatkowski, ils vont être très très difficiles à aller chercher. J'essaye de me débarrasser. J'essaye. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je peux pas sortir. J'arrive pas à sortir. On n'a pas le jump nécessaire. Il va falloir juste croiser les doigts pour probablement une place. Parce que je n'imagine pas une seule seconde que l'on puisse battre Alaphilippe, voire Sagan. Et surtout que, regardez-moi ça, l'emballage final avec Van Der Poel, Alaphilippe, Sagan. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, les meilleurs sont devant, c'est plus que mérité, et donc Alaphilippe s'est fait priver au dernier moment de son triplé potentiel ardennais par Peter Sagan qui ajoute une jolie ligne à son palmarès. Voilà, donc Formolo et Valverde ont complété le top 5. On fait 6ème. Bon, il faudra essayer de faire mieux à l'avenir. Bon, ensuite, quelques bilans au niveau des objectifs donnés par le sponsor. On est plus que pas mal, d'autant plus que on a quelques, allez, on va dire, dépassements de fonction au niveau des performances. Donc le budget, il s'annonce blindé, même s'il y aura quand même une étape de Tour de France à aller chercher pour valider tout ça. Hein. Et une étape de Tour de France, c'est pas grand chose. A priori, ça se prend. Donc voilà, ensuite, dans cette partie, de plus en plus, on verra émerger de jeunes coureurs qui peuvent être hyper intéressants. On va voir tout ça. Sur le résumé, sur le bilan des épreuves World Tour, on voit que Tom Dumoulin notamment s'est imposé 2 fois, Vincenzo Nibali s'est imposé en Catalogne. Donc intéressant de voir ce que pourront donner le Giro, etc. Dauphiné, Tour de Suisse. Ok, on verra ça à l'épisode suivant. Les monuments sont relativement partagés. Je trouvais que c'était pas si mal ce qui s'était passé sur les monuments au niveau du scénario. La Deceuninck Quick Step écrase la concurrence au niveau des classiques, puisqu'on est juste sur du 4 sur 4. 4 sur 4. Voilà. C'est tout pour le moment. Oui, à ceci près que je veux quand même vous dire ce qui peut se passer. Ensuite, on a pas mal de liberté, on fait ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est rigolo. Il va falloir recruter. J'ai des idées en tête. Je vais rien dire, comme ça vous aurez des surprises. Je sais que vous aimez être surpris parfois. On a aussi la possibilité, si on veut, de changer de sponsor. Hein. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est rigolo. Du moment qu'il y a une forme de cohérence, je vous remercie vivement pour votre fidélité et la qualité des commentaires, la gentillesse également, de nombreuses remarques de votre part, et je vous dis à très très bientôt pour la suite de toutes nos aventures, quelles qu'elles soient. À plus. Bye bye. Et bonne année à tous.